Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Alexandre Benalla a-t-il menti devant le Sénat? Chaque jour qui passe avec son lot de révélations rapproche l'ancien chargé de mission du parjure. Cette fois, ce sont ses liens et les contrats passés avec un oligarque russe qui interroge et qui provoque une nouvelle fois la colère des sénateurs. Le débat à suivre. L'Église catholique face aux crimes pédophiles, la mission d'information du Sénat sur les infractions sexuelles sur mineurs a auditionné hier la conférence des évêques. Une parole attendue alors que la commission Sauvé doit aussi éclairer le clergé sur ces scandales à répétition. On en parle dans un instant. Les élus locaux inquiets de la future loi santé présentée en Conseil des ministres. Elle crée le label hôpitaux de proximité. Si certains établissements seront gagnants, d'autres vont devoir renoncer à leur plateau technique et fermer leurs services chirurgicaux et obstétricaux. Le décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui pour les réactions des sénateurs, salle des conférences, et Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle pour le point sur les travaux parlementaires. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le Sénat a adopté hier en nouvelle lecture la réforme de la justice, mais dans une version bien éloignée de la copie gouvernementale. Après plusieurs semaines de bras de fer entre la garde des Sceaux et les professions juridiques, la Haute Assemblée n'a pas pu jouer sa carte de médiatrice, comme nous l'explique Quentin Calmy. Nouvelle lecture de la réforme de la justice et nouveau désaccord entre le Sénat et le gouvernement. Que ce soit sur le budget, le volet pénal ou la nouvelle organisation des juridictions, la Haute Assemblée a rétabli sa version du texte. Le Sénat a été, je le crois, a essayé d'être constructif le plus possible. Mais à cette audience, ici, à cette séance plus exactement, ici, à chaque fois que nous proposons des sujets, le gouvernement s'y est opposé fermement. Depuis plusieurs mois, magistrats, greffiers et avocats s'opposent à ce projet de loi. Hier en séance, les sénateurs ont regretté l'occasion manquée d'une conciliation sur ce texte. Sur la procédure pénale, votre texte, porté, Madame le garde des Sceaux, par le ministre de la Justice, est un texte de ministre de l'Intérieur. Car vous avez, sur la prolongation de la garde à vue, sur le refus d'informer l'avocat sur des perquisitions, sur la comparution différée, sur l'accès au dossier par l'avocat, pris des mesures qui vont toutes dans le même sens, qui n'est pas celui des garanties offertes à nos concitoyens. Pour certains sénateurs, le grand débat national était aussi l'occasion de débattre de cette réforme, une option refusée par la ministre. Si je vous ai bien compris, il aurait fallu cesser d'étudier le texte justice pour le livrer à la discussion du grand débat national. Je ne crois pas, et vous avez utilisé le mot d'antidémocratique, je ne crois pas, Madame la sénatrice, que continuer une procédure parlementaire déjà engagée soit antidémocratique, au contraire. Un texte qui repart maintenant à l'Assemblée nationale, qui dispose du dernier mot. Et on va retrouver Alexandre Poussard depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Bonjour Alexandre. Les sénateurs ont donc choisi dans ce texte de limiter les pouvoirs des enquêteurs. C'est aussi un moyen pour eux de répondre aux inquiétudes des avocats qui voient dans cette réforme un affaiblissement des droits de la défense. Oui Delphine, puisque cette réforme de la justice portée par Nicole Belloubet prévoit l'extension du pouvoir des enquêteurs de la police judiciaire et des juges du parquet, notamment en matière d'écoute téléphonique et de géolocalisation. Aujourd'hui, la police judiciaire ne peut utiliser ces techniques spéciales d'enquête que pour des affaires de terrorisme, de crimes organisés, mais le gouvernement veut les autoriser pour des crimes et délits moins graves, passibles d'au moins 3 ans de prison. Alors la gauche du Sénat a dénoncé des méthodes dignes de Big Brother qui serait une atteinte aux libertés des citoyens. Et Nicole Belloubet a défendu cette extension des pouvoirs des enquêteurs. Écoutez-la. Les mesures que nous proposons résultent des propositions qui ont été formulées dans le cadre des chantiers de la justice qui ont eu lieu l'année dernière et qu'au fond, nous avons voulu simplifier et rapprocher les régimes d'utilisation de ces techniques d'enquête, de ces interceptions téléphoniques ou bien de la géolocalisation. Il me semble en effet que rien ne justifie que les interceptions téléphoniques ne soient actuellement possibles au cours d'une enquête pour des faits de délinquance ou de criminalité organisée seulement, alors qu'elles sont très largement possibles à l'instruction pour toute infraction qui est punie d'une peine de 2 ans d'emprisonnement.
Et au final, la droite sénatoriale a néanmoins voulu restreindre ces techniques spéciales d'enquête pour la police judiciaire et le parquet pour des crimes et délits plus graves, passibles d'au moins 5 ans de prison. D'une peine de moins 5 ans de prison. Merci beaucoup Alexandre. 2 mois après son abandon, le gouvernement remet donc la taxe carbone sur le tapis. Plusieurs ministres et une partie de la majorité veulent en effet convaincre de leur engagement pour l'écologie. Mais le sujet à l'origine de la crise des Gilets jaunes fait débat. Explication Aurélien Romano. Alors que le mouvement des Gilets jaunes continue et en plein grand débat, la taxe carbone revient par la petite porte. Une tribune signée par 86 députés propose de réfléchir à la remise en place de cette fiscalité à certaines conditions. L'initiative est soutenue par le ministre de la Transition écologique. Certains au Sénat auraient bien volontiers fait partie des signataires. C'est toute la question du courage politique. C'est un besoin vital. Donc non, c'est le moment, justement avant la fin des débats, de la remettre comme un sujet pour lequel il faudra bien trouver des solutions. Faire mieux accepter la fiscalité écologique, c'est tout le défi de cette nouvelle version proposée par les députés. 100% des recettes iraient à la transition énergétique et des aides devraient être proposées pour les ménages modestes captifs de leur voiture. Les défenseurs de cette nouvelle taxe carbone parlent de nouveau contrat social. Une question largement prématurée dans le contexte actuel, estime le sénateur qui avait prédit la grogne contre cette taxe il y a déjà plus d'1 an. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on met de l'huile sur le feu. Je pense qu'il faut au contraire prendre le temps du grand débat national pour écouter les Français d'abord. Évidemment, les parlementaires, libres à eux de donner des contributions. Mais le faire à contretemps comme aujourd'hui, moi je vous le dis, c'est vu comme une provocation. Un projet qui n'a pas encore fait beaucoup réagir et pour cause, ni le Premier ministre ni le Président de la République n'ont soutenu cette initiative. On ne répond pas à la colère par une hausse de fiscalité, a affirmé Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Le premier invité de notre multiplex, c'est le sénateur LR de l'Oise, Jérôme Bascher. Il est à vos côtés, Tam Tranui. Jérôme Bascher, 86 députés et une bonne partie du gouvernement veulent donc remettre la question de la taxe carbone sur le tapis. Est-ce que selon vous, c'est une bonne idée ? C'est certainement une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée si le Sénat a proposé, sur l'initiative de la droite sénatoriale, d'interrompre la hausse de la taxe carbone, c'est qu'on voyait bien qu'il y avait un problème général. Et donc, on est en plein débat sur les gilets jaunes, on est en plein débat, grand débat où il faut revoir ces sujets de la fiscalité, qui est un sujet, l'un des 4 thèmes retenus par le président de la République. Et ça y est, on a déjà préempté les résultats. On voit bien que vraiment, cette majorité est incorrigible. Ça donne l'impression que le grand débat ne sert à rien et qu'il est aiguillé par le gouvernement, selon vous, cette tribune publiée ce matin ? C'est une erreur commise par quelques-uns, soutenue par quelques membres du gouvernement, où il faut encore passer l'idéologie avant du pragmatisme. C'est toujours ce sujet de fin du monde contre la fin de mois. On n'a toujours pas résolu ce problème. Est-ce que c'est selon vous une provocation, 2 mois à peine après que le sujet soit sorti des radars, puisqu'il était au cœur des revendications des Gilets jaunes, voilà qui fait déjà son retour. C'est un mauvais signal politique sur un sujet très inflammable. Est-ce que vous craignez que justement cela puisse reporter la contestation ? Si on voulait refaire partir les Gilets jaunes qui n'avaient déjà pas besoin de cela tous les samedis, il faut continuer comme cela. Lorsqu'on veut apaiser le pays, il faut plutôt écouter le pays plutôt que d'essayer de rallumer le feu avec de l'huile. Il faut les mettre dans les rouages, l'huile, pas sur le feu. Sur le fond, est-ce que vous n'avouez pas toutefois que c'est un sujet important, un sujet majeur, que cette question de la taxe carbone et de cette hausse de la taxe carbone, est-ce que c'est pas utile d'avoir une taxe carbone correctement compensée et entièrement fléchée vers la transition écologique ? Si c'était le cas, alors ça pourrait être discuté, ça doit être discuté. Mais attendez, la fin du grand débat, bon sang, c'est absolument ça le message que les Français nous donnent, c'est le message que le gouvernement a demandé. C'est qu'il faut que ce soit discuté lors du grand débat, et c'est pas forcément seulement la réponse, là c'est ouvrons le débat sur ce thème. Le débat est ouvert, le thème de la fiscalité et de la transition écologique sont les deux des 4 thèmes du grand débat national, 2 des 4 thèmes. Donc tout ça doit être parfaitement traité lors de ce grand débat. Que préconisez-vous, que préconise la droite sénatoriale en matière de fiscalité écologique aujourd'hui ? Il faut une fiscalité plus raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut une fiscalité où tout est pris en compte. Tout est pris en compte. Mais il faut arrêter de prendre de l'argent pour après faire de la dépense publique. Il faut mieux inciter fiscalement
plutôt que d'augmenter les impôts sans cesse pour derrière faire de la dépense publique. Donc avant tout une réduction des dépenses publiques pour vous, c'est ça? Évidemment, cet alpha et cet oméga n'est absolument pas traité par La République En Marche, ni par le gouvernement. Bien, merci beaucoup Jérôme Bachere d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci beaucoup Tim. Et à 10 jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture, la Commission des affaires économiques du Sénat poursuivait ce matin ses tables rondes pour dresser un bilan de la loi Egalim. Vous savez, elle est censée rééquilibrer les relations commerciales entre les différents acteurs de la filière agricole. Ce matin, c'était au tour de la grande distribution, souvent accusée de ne pas respecter ses engagements, d'être entendue par les sénateurs. Jean Ramier. C'est au tour des distributeurs de venir s'expliquer au Sénat sur les conséquences de la loi Egalim, censée permettre une meilleure rémunération des agriculteurs. Et la grande distribution met en avant des avancées, citant par exemple des accords sur le prix du lait, une filière régulièrement problématique. Mais alors qu'ils étaient pointés du doigt la semaine dernière par les industriels, les distributeurs ont renvoyé certaines fautes sur ces derniers. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut marcher que, s'il y a de la transparence totale dans ce qui est reversé par l'industriel aux producteurs. Ça, c'est vraiment totalement fondamental. Et puis, s'il y a effectivement une montée en gamme des produits de meilleure qualité qui font que tout le monde vive mieux du métier qu'il pratique, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors que Leclerc a toujours été opposé à cette loi, notamment sur le relèvement du seuil de revente à perte entré en vigueur le 1er février, son représentant n'hésite pas à contester le bien fondé de certaines mesures de la loi. Nous contestons le caractère efficace de la notion de ruissellement. Et donc nous avons toujours dit, et nous maintenons, que le fait d'augmenter les marges sur des produits qui pour l'essentiel ne sont pas des produits agricoles, ou en tout cas pas des produits agricoles français, ait des répercussions directes sur les revenus agricoles. Mais pour de nombreux sénateurs, les rares accords obtenus sont l'arbre qui cache la forêt. Ils ne croient pas aux bonnes intentions affichées par les distributeurs devant leur commission. Dès qu'on voit qu'on rentre dans les questions un peu plus précises, chasse le naturel et revient au galop, on a aussi des grands distributeurs qui reviennent sur le principe d'accuser les transformateurs. Quand ce n'est pas les transformateurs, ils accusent leur concurrence. Quand ce n'est pas la concurrence, ils accusent la loi. Quand ce n'est pas la loi, ils accusent d'autres manières, pour arriver toujours à ce système qui permet de pouvoir préserver leur marge. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Selon une étude d'un cabinet indépendant, le relèvement du seuil de vente à perte ce 1er février a déjà entraîné une hausse du prix de 4% des 100 produits les plus consommés en hypermarché. Et rien ne prouve que ces gains supplémentaires pour la grande distribution seront effectivement reversés aux agriculteurs, comme la loi le prévoyait pourtant. Alors, on fait le bilan à présent justement de ces tables rondes avec vous, Tam Tranui, puisque c'est la présidente de la Commission des affaires économiques du Sénat, la sénatrice LR Sophie Primas, qui est à votre micro. Oui, effectivement, on va parler de l'ensemble de ces tables rondes autour de la question du relèvement du seuil de revente à perte. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler l'objectif qui était visé par cette mesure inscrite dans la loi Egalim ? La mesure qui était visée, en tout cas l'objectif et le mécanisme qui nous était proposé était de dire à partir du moment où la grande distribution va faire plus de marge sur des produits de grande consommation qui sont des produits essentiellement de grandes sociétés agroalimentaires ou d'ailleurs non alimentaires, eh bien ça lui laissera plus de marge pour pouvoir mieux rémunérer en fait les autres producteurs et les autres entreprises qui, elles, par ricochet, rémunéreront mieux les agriculteurs. On a entendu un certain nombre de représentants assez dubitatifs sur cette théorie du ruissellement. On a également entendu Laurent Duplon qui juge que tout le monde ne joue pas le jeu dans tout cela, tout le monde se renvoie à la balle. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Alors, ce qu'on a vu dans ces 3 premières tables rondes, c'est qu'effectivement, tout le monde a un avis très différent sur la situation aujourd'hui et sur l'état des négociations. Certains nous disent c'est encore pire que l'année d'avant et que les années précédentes. D'autres nous disent mais non, regardez tous les efforts. Les troisièmes nous disent nous, pour l'instant, on ne voit rien venir. Ce sont les agriculteurs. Donc il y a des avis différents. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'altruisme dans tout ça, ni des uns ni des autres. Il y a en revanche la possibilité que chacun retrouve ses petits et qu'il y ait un partage des intérêts. Bon, aujourd'hui, on n'en voit pas les effets. Clairement, on a quelques symboles qui sont sur lesquels on communique beaucoup. Sur le lait, par exemple. Sur le lait, sur les contrats qui sont signés entre les distributeurs. Certains distributeurs, pas tous, certains distributeurs et certaines coopératives ou certains grands groupes laitiers. C'est très
bien, parfait. Mais si on rentre dans le détail, on rentre dans le détail, c'est bien compliqué parce que ces volumes ne représentent qu'une toute petite partie des volumes laitiers, premièrement. Et deuxièmement, on voit bien que les autres filières sont plus en difficulté pour aller vers la contractualisation. Donc en clair, pour l'instant, le compte n'y est pas pour les agriculteurs. Le compte n'y est pas du tout pour les agriculteurs. Nous venons d'avoir des tables rondes avec eux et pour l'instant, ils sont un peu comme Soran, ils ne voient rien venir. Et quant aux consommateurs, est-ce que vous jugez qu'il est anormalement ou normalement impacté par la hausse des prix, Je rappelle que tout cela est en train d'application au 1er février. Au 1er février, donc les chiffres qui sont sortis hier des instituts de sondage, des panels nous montrent qu'effectivement, il y a bien une répercussion à la hausse d'un grand nombre de produits agroalimentaires et de grande consommation. Donc ça, on le savait, puisque c'était inscrit dans la loi. C'est mécanique. L'objectif, en fait, pour les distributeurs, c'est d'agrandir l'écart de prix entre ces marques nationales et les marques distributeurs, sur lesquelles certains d'entre eux ont prévu de baisser les prix. Et donc, cet écart permettra aux consommateurs de faire des choix de consommation qui leur permettront de garder un panier moyen qui soit celui qu'il avait avant. Je ne sais pas si c'est un bon principe, parce que ces marques de distributeurs sont souvent des marques de PME, créées par des PME. Et si on leur demande de baisser les prix, je ne crois pas que l'altruisme naturel des distributeurs se fasse en détériorant une marge. Donc il y aura certainement un rétrécissement des marges également sur ces marques-là. On le voit, il y a donc bien du chemin à faire avant d'arriver au juste prix pour tous. Comment est-ce que les Sénats entend surveiller tout cela? Est-ce que vous allez organiser de nouvelles tables rondes sur le sujet? Alors c'est bien sûr un engagement qu'on a pris auprès de tous. On a commencé ces premières tables rondes avant le Salon de l'agriculture. Nous poursuivrons lorsque les négociations seront terminées, d'ici quelques semaines, je pense que fin avril. Cette fois-ci, nous mettrons tout le monde dans la salle en même temps. On fera une grande audition. Les distributeurs, les transformateurs, les agriculteurs. Transformateurs et agriculteurs pour avoir cette fois-ci un débat contradictoire en direct qui sera très instructif parce que quand on les écoute un par un, évidemment, c'est jamais la faute de l'un et la faute est rejetée. Mais ça, c'est la vieille histoire, c'est l'histoire sans fin presque de la distribution et des producteurs et des transformateurs. Bien, merci beaucoup, Sophie Primas, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette nouvelle réaction à un an des élections municipales. Et alors que de nombreux maires jettent l'éponge, les sénateurs communistes veulent contribuer à la réflexion sur le statut de l'élu. Une proposition de loi a été présentée ce matin et elle doit permettre un vrai retour à la vie professionnelle après un mandat d'élu. Explication Samia Dechir. Ils sont plus de 500 000 en France. Mais tout le monde ne peut pas devenir élu municipal, car il faut pouvoir retrouver un travail après 6 ans de mandat. Difficile pour les salariés du privé. Pour lever les obstacles professionnels, les sénateurs communistes veulent créer un statut de l'élu. S'il n'y avait pas les retraités, dans tout un tas de petites communes, on ne sait pas où on prendrait les élus. Sur le plan de la représentativité de la population en tant que telle, c'est pas très satisfaisant. Leur proposition de loi prévoit donc, dans les communes de plus de 3500 habitants, un droit à la suspension du contrat de travail et surtout à la réintégration professionnelle après un mandat. Dans les communes de plus de 500 habitants, un congé électif de 10 jours pour les candidats. Les sénateurs communistes veulent aussi mieux indemniser les élus communaux. Dans les plus petites communes, les maires touchent un peu plus de 600 € bruts par mois. C'est un sacerdoce parce que c'est un travail H24. Il peut être appelé la nuit, par exemple, pour un accident sur la route, sur sa commune. Donc il y a énormément d'heures de bénévolat qui sont effectuées. La proposition de loi communiste prévoit entre autres une revalorisation des indemnités des maires et adjoints dans les communes de moins de 20 000 habitants, ou encore le remboursement des frais de garde d'enfants. Le groupe communiste espère voir son texte examiné par le Sénat en juin prochain. Et je vous propose à présent de revenir sur les travaux de la mission sur les infractions sexuelles sur mineurs du Sénat. Temps fort des auditions hier, c'est la conférence des évêques qui s'est exprimée devant les sénateurs. Si son porte-parole a reconnu une surdité, je cite, un aveuglement qui ont pu conduire au déni, il a en revanche refusé le terme d'omerta. Voyez ce reportage de Sandra Cercara. Il refuse de parler d'omerta, mais reconnaît de l'aveuglement et du déni vis-à-vis des abus sexuels commis par des membres du clergé. Monseigneur Ribado Dumas, auditionné hier par la mission d'information du Sénat, a tenu à reconnaître la responsabilité des évêques dans les actes pédocriminels. Dans le fait de ne pas les avoir traités correctement, dans le fait d'avoir été sourds aux cris des victimes, et en même temps notre détermination à ce que demain,
aujourd'hui même et demain, il n'y ait plus ces actes-là. Et donc que toutes les actions que nous menons aujourd'hui et que nous mènerons dans l'avenir servent pour qu'il n'y ait plus de pédocriminalité au sein de l'Église catholique et que nous collaborions au fait qu'il n'y en ait plus au cœur de la société française. Les sénateurs disent avoir apprécié la franchise des interventions et saluent une véritable prise de conscience. Ils ont répondu sans tabou. C'est la première fois, c'est vrai, que j'entends des évêques parler de sexualité, parler de formation des séminaristes, parler de choses qui jusqu'à présent étaient plutôt tues dans l'Église, et avec une vraie conscience des victimes et de leur drame. La conférence des évêques a décidé de mettre en place une commission d'enquête indépendante, présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État. Et nous ne souhaitons en aucun cas nous substituer à la justice ou concurrencer la justice. En revanche, nous, ce qui nous est demandé, c'est de faire un point global de situation. Les différents cas d'abus sur mineurs depuis 1950 vont être étudiés. La commission réunit des experts de plusieurs disciplines, même si certaines victimes regrettent de ne pas y être représentées. Elle rendra un rapport d'ici 2 ans. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jacqueline Eustache-Brinio, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR du Val d'Oise. Sur ce plateau également, Christine Pedotti, bienvenue à vous. Vous êtes directrice de la publication et de la rédaction de Témoignages chrétiens. Sur ce plateau également, le père François Auvet, jésuite. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Études, bienvenue à vous. Et puis Michel Meunier, bonsoir, vous êtes sénatrice socialiste de la Loire-Atlantique et vous êtes la rapporteure de cette mission d'information sur les infractions sexuelles sur mineurs. Première question pour vous justement, puisqu'on a entendu Marie Mercier qui s'est dite finalement surprise de cette prise de conscience à travers les auditions hier de la conférence des évêques. Vous partagez ce sentiment ? Tout à fait. Et avant de vous répondre, je dois préciser que je suis une des 3 rapporteurs. Vous êtes 3, effectivement. Voilà, puisque c'est une mission commune d'information aux différentes familles politiques. Oui, c'est vrai qu'hier, avec les 2 évêques présents à notre audition, nous avons entendu des paroles fortes, des paroles sincères, franches, avec des mots simples, mais des mots qui posaient bien le sujet. Et d'emblée, ils ont dit être du côté des victimes et se sont un peu dégagés, ou en tout cas ont reconnu la hiérarchie, le poids. On même parlé de cléricalisme qui avait à certains moments sûrement pris. C'est le mot d'ailleurs du pape François, on y viendra. Jacqueline Eustache-Brinio, ces auditions montrent une prise de conscience progressivement de la part de l'Église. Ces auditions, elles sont extraordinaires, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand cette mission elle a été mise en place, nous n'imaginions pas moi je n'imaginais pas qu'on puisse entendre une telle liberté de parole et peut-être des choses qui se posent de manière très transparente et très forte, avec des mots auxquels on ne s'attendait probablement pas. Et certes, peut-être qu'on peut imaginer que cette prise de conscience, elle est tardive, mais elle est réelle aujourd'hui. Et Marie Mercier et ma collègue qui est ici le disent clairement, la victime est au centre des interrogations de l'Église aujourd'hui. Voilà, et ça c'est très important. Et ce qu'on a entendu hier, et quelques auditions précédentes, mais hier c'était le moment très très fort, voilà, c'est de se dire, l'Église n'est peut-être, entre guillemets, plus dans le déni, parce qu'elle a été, mais je pense qu'on pourra tout à l'heure parler. L'Église, elle était aussi entourée de personnes qui auraient peut-être aussi pu nous aider à détricoter cette difficulté qui existait au sein de l'Église, pas que dans l'Église catholique, puisque la mission, je rappelle, elle n'est pas orientée que sur l'Église, hein, elle va au-delà. Mais en tout cas, ce qu'on a entendu hier est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement important, où la victime est au centre des interrogations avec, entre guillemets, je vais le dire, la mesure du mal qui a été fait. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il fait du bien d'entendre. Et voilà, on a tous été, au-delà de cette mission qui intègre des sénatrices et des sénateurs de tous bords, je pense que tout le monde, hier, a apprécié cette explication, cette prise de conscience très très forte, au-delà des problèmes dont on parle, sur la sexualité, sur la place de l'Église dans toutes ces problématiques de la société. Et je pense que ça fait du bien et que c'était nécessaire et que beaucoup de gens ont été certainement
heureux d'entendre ce discours d'aujourd'hui. Ça a peut-être mis du temps, certes, mais en tout cas, c'est posé aujourd'hui. Christine Pedotti, on sait que vous aviez justement milité pour qu'il y ait une commission d'enquête et non pas une mission d'information. Vous êtes rassurée malgré tout quand vous voyez justement bien que la conférence des évêques vient à ces auditions et qu'elle s'exprime? Oui, je trouve ça très bien, excusez-moi. Oui. Prenez un petit peu d'eau si vous voulez. Oui, je trouve ça très bien qu'ils viennent, qu'ils parlent, vraiment. Peut-être votre réaction, Christine Pedotti retrouve sa voix. C'est vrai qu'il y avait eu au départ cette demande à la suite de témoignages chrétiens d'une commission d'enquête parlementaire. On n'est pas tout à fait dans le même format et pourtant on voit à travers ces auditions la parole qui commence petit à petit à se libérer. Je crois qu'effectivement la parole libérée c'est une très bonne expression pour une association s'est créée. Car c'est effectivement parce que ce qui me frappe dans cette affaire c'est la place du secret. C'est-à-dire que le prédateur, pour l'appeler par son nom, est quelqu'un qui cherche à cacher son œuvre et qui demande le secret à la victime. Et si en plus l'institution à laquelle il appartient réclame un secret supplémentaire, c'est une double peine pour la victime. Donc prendre conscience de ça et libérer la parole des victimes, de tout le monde, est quelque chose qui est indispensable. Et c'est heureux que les instances publiques se soient saisies de ce dossier. C'est aussi heureux que, de fait, ce n'est pas uniquement l'Église, même s'il y a une particularité, on pourrait revenir quand même, sur la pédocriminalité au sein de l'Église, enfin au sein d'une communauté religieuse. Mais d'englober dans un périmètre plus large, et que des associations sont constituées. Du reste, je crois que Monseigneur Ribado-Dumas a remercié la parole libérée, ce qui est quand même, il faut le noter, et d'autres instances, j'aurais pu remercier aussi les témoignages chrétiens, en passant d'avoir été quand même un peu un aiguillon dans cette affaire-là et avoir lancé l'affaire. Je pense que si la commission Sauvé a pu se mettre en place pour une bonne partie grâce à votre action, et je crois que là, on a tout intérêt, je veux dire, à faire la clarté là-dessus. Bon, bien sûr, il y a des discrétions. On va réécouter Monseigneur Ribado-Dumas, qui est donc le porte-parole de la conférence des évêques que vous avez entendu hier, et je vous ferai réagir après. Écoutez. Une logique a prévalu sur une autre, celle de la protection d'une institution dont on ne pouvait imaginer qu'elle puisse, même de façon extrêmement minoritaire, receler en son sein des criminels, plutôt que celle de l'accueil, de l'écoute, de l'accompagnement et du soin à apporter aux personnes victimes. Mais permettez-moi de réfuter le mot d'omerta que l'on invoque parfois pour parler des latitudes des responsables de l'Église dans le traitement de ces affaires. Il n'y a pas eu de système généralisé et organisé d'omerta, et ce, en raison même de l'organisation de l'Église qui fait que chaque évêque est le responsable de ce qui se passe dans son diocèse. S'il n'y a pas eu d'omerta, il y a eu cependant dans une première phase une surdité, un aveuglement devant la souffrance parfois inexprimée des victimes. Il y a eu un déni, l'impossibilité d'admettre et de croire que de tels faits puissent se produire au sein du clergé. C'était incroyable et impensable. Il y a eu une espèce de sidération, de pétrification qui a pu générer le délit. Cette logique, cette culture de surdité et d'aveuglement ont petit à petit changé. Je puis en témoigner. Un élément important a été la révélation des faits reprochés à l'abbé Prénat à Lyon. L'action courageuse, tenace, difficile pour nous aussi, pourquoi le cacher, des victimes bientôt réunies dans l'association La Parole Libérée, le travail déterminé des journalistes et des enquêteurs a heureusement contribué à faire céder cette attitude. Christine Pedotti, on voit, ça a été rappelé effectivement, l'action tenace, courageuse qui est reconnue peut-être pour la première fois par la conférence des évêques. Là, on assiste à un véritable changement, une véritable évolution au sein du clergé. Oui, à mon avis, c'est le renversement le plus extraordinaire. C'est que, moi, c'est ce que j'ai beaucoup expliqué, c'est que finalement, l'Église, face à ça, elle était obsédée par le coupable. Parce que c'est scandaleux. Et donc, du coup, elle s'interroge sur elle-même, la hiérarchie s'interroge sur elle-même et sur les siens. Et donc, du coup, elle braque le projecteur sur les coupables. Jusqu'à d'ailleurs dire qu'ils sont victimes de leurs péchés, ce qui est un extraordinaire de renversement. Et donc, ce qui se passe là, c'est que tout d'un coup, enfin, les victimes sont au premier plan. Enfin, ce sont les victimes qui sont regardées et qui sont premières. Et si nous avons collectivement
contribuer à ça, nous avons vraiment à nous en réjouir. C'est vraiment une chose très précieuse. Il faut que ça dure, hein. Ça suppose une grande vigilance, mais c'est un vrai progrès et je suis tellement contente, moi, quand je vois ça, quand je vois la commission Sauvé, je me dis que là, on est en train d'avancer à grands pas quand même. Jacques Moussage-Bruno et ensuite... Ouais, moi, je voudrais effectivement rappeler qu'on a eu une audition extrêmement riche et importante et nécessaire. C'était l'association La Parole Libérée, parce qu'on leur doit beaucoup quand même. Ces deux victimes que nous avons entendues, c'était extrêmement important. Et puis, ils se sont battus quand même dans un environnement qui était le leur, leur famille. Moi, j'ai une interrogation aussi, bien évidemment, sur le déni dont on a parlé à l'instant, mais moi j'ai une interrogation aussi sur les croyants et les familles, parce que les croyants et les familles étaient au courant à Lyon aussi, qu'il y avait probablement des choses qui n'étaient pas normales et graves. Certaines familles l'ont dénoncé. Non, mais tardivement. Attendez. Les fidèles, au moment où les choses se passaient, savaient qu'il se passait des choses et les fidèles n'ont pas plus bougé que l'Église. Et ça interroge aussi, quoi. Ça interroge autant. Parce qu'un fidèle, il est aussi un citoyen de la République. Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge. Bon, moi, je suis croyante, donc j'ai aucun souci pour en parler très librement. Mais je veux dire... Comment aussi les fidèles ça pose le problème de la non-dénonciation oui, la non-dénonciation. Oui. Jusqu'où elle s'arrête alors? C'est une culture d'ensemble. Hein. Voilà, c'est important. Cet ensemble. C'est vrai, c'est important. Et cette spécificité au sein des églises, on va dire, quand les prédateurs commettent leurs crimes, il y a en plus une emprise spirituelle que vous d'ailleurs détaillez très bien dans votre livre, Madame Pedotti, qui est particulière, qui est singulière à l'institution de l'Église, qu'on retrouve évidemment dans les phénomènes d'emprise en général, mais qui est tout à fait particulière au culte. Le pape a employé ce mot, hein, depuis on le tricote et on le détricote dans tous les sens, sur le cléricalisme. Ce qui est intéressant dans le cléricalisme, c'est que c'est un système à double face, c'est-à-dire que c'est un système d'autorité des clercs, des prêtres, évêques, etc. Mais c'est un système de pouvoir, mais c'est un système aussi de soumission à ce pouvoir. Et François qui appelle à sortir. Les fidèles ont en fait acquiescé à ce cléricalisme, hein, ils se sont soumis. Et donc, en fait, c'est un système complexe qu'il faut détruire pour libérer la parole. Il faut le détruire de part et d'autre. Oui, il n'y a pas d'emprise cléricale sans une forme d'accord de ceux qui en sont les... Sachant qu'aujourd'hui, il faut aussi l'admettre, et hier, je pense que Sœur Ribadeau-Dumas l'a rappelé, la place du prêtre, ou entre guillemets, ce qu'on appelait notre curé, n'est plus du tout la même aujourd'hui qu'il y a 30 ans, 40 ans. La place, c'est vrai, tout comme la place de l'enseignant ou la place du maire, hein, donc les choses sont très claires. Les choses aujourd'hui ne sont pas aussi figées que, voilà, on sait très bien que dans les petits villages, y compris dans les villes, le curé, il avait une espèce de... Pour certains, c'était, je vais employer un mot, une espèce de gourou. Donc du coup, il y avait cette place qui n'est plus la même aujourd'hui, voilà, le lien avec la communauté croyante est pas tout à fait la même aujourd'hui. En tout cas, la place n'est plus la même. Donc tout ça fait que, en tout cas, il est important qu'aujourd'hui toute cette parole se libère et que les choses soient acceptées, dites comme partout. Et c'est vrai que ça c'est important. Et hier c'est important ce qu'on a entendu hier. Le droit canon, il ne se substitue pas au code pénal. C'est d'abord la justice, d'abord le code pénal et le droit canon après. Ça, c'est important de l'avoir entendu hier. Oui. Extrêmement important aussi. Tout comme Michel Meunier. Voilà. Quand l'évêque Ribadeau-Dumas a dit c'est un crime et pas un péché, hein, parce qu'il y a une des c'est important aussi cette notion. Tous les mots étaient importants parce que derrière il y avait un pas de fait et on veut penser, voilà. Alors, on a parlé de la commission Sauvé. On sait qu'il y a aussi des actions de lutte contre la prévention, de formation qui sont mises en place au sein du clergé. C'est ce que vous a expliqué hier Monseigneur Luc Crépy, qui est président justement de la cellule de lutte contre la pédophilie. On l'écoute et je vous ferai réagir après. Les dernières orientations fondamentales pour la formation des prêtres, promulguées en 2016, soulignent l'importance chez les candidats au sacerdoce d'une personnalité structurée et équilibrée. Et ce document mentionne de manière spécifique la prévention de la pédophilie. Loin d'être tabou, la prise en compte dans la formation des prêtres des diverses dimensions de la sexualité dans la personnalité humaine, mais aussi
de toutes les violences qu'elle peut engendrer par l'exercice d'un cléricalisme ou d'un abus d'autorité, est aujourd'hui partie intégrante des mesures de prévention que prend l'Église dans la formation des futurs prêtres, dans sa lutte contre les abus sexuels. Là aussi, c'est nouveau, hein, Père François Auvet, ces mesures depuis 2016. Oui, je pense qu'il y a davantage. Oui, non, c'est indéniable. Il y a davantage d'attention à ces questions-là. Cela dit, je ne vais pas être trop inquiet, mais quand même, il y a des tendances, il ne faut pas se cacher, dans l'Église, à reconstituer des milieux clos dans certaines communautés. Et c'est ça qui engendre finalement le cléricalisme. C'est la tendance à faire un milieu clos, uniquement masculin. Enfin, on voit ce que c'est. Je dirais, bon, là, j'ai la chance d'être une communauté qui est quand même assez ouverte sur beaucoup de problématiques et de milieux. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Parce que la maturité humaine, elle se fait dans la rencontre avec autrui. Quand on reste uniquement entre soi, même une personnalité qui est a priori normale, si on est trop confiné, ça a des conséquences problématiques. Donc, je serais quand même assez vigilant, indépendamment de la formation formelle qui est prévu, qui est très bien, effectivement, il a tout à fait raison là-dessus, enfin, c'est un fait. Indépendamment de ça, je serai aussi attentif au risque de clôture et de fermeture des milieux d'église. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Christine Pedotti? Jean-Marc Sauvé lui-même l'a dit, eh bien, c'est systémique, la pédophilie au sein de l'Église. Oui, alors moi je suis toujours un peu craintive dans cette affaire-là, parce que j'ai envie de dire, des pervers, c'est pas si facile que ça de s'assurer qu'on va éradiquer à l'avance le prédateur. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ici comme ailleurs. Dire ici comme ailleurs. Puis enfin, le propre du prédateur, c'est qu'il se planque. Enfin, c'est pas écrit sur son front. Et au contraire, parce que souvent, ce sont des personnalités qui sont très charismatiques, etc. L'affaire de Lyon nous le montre bien. Donc, à mon avis, la pointe de la prévention, c'est certes ce qu'on dit là, mais c'est surtout, il faut être absolument intransigeant parce qu'en fait, il ne faut pas laisser prospérer le prédateur. Il faut, j'ai envie de dire, le choper le plus vite possible, l'arrêter aussitôt. Parce que moi, je suis assez sceptique sur le fait qu'on puisse faire du dépistage très fiable avant. En revanche, il faut vraiment que tout le monde soit vigilant et qu'on les arrête à temps. Et puis, je l'ai dit devant la commission et je le redis ici, les premiers protecteurs des enfants sont les enfants. Il faut éduquer les enfants. Et ça, moi, j'espère que l'Église catholique, ma maison, saura faire ça et qu'on saura dire aux enfants que... Parce qu'on a un peu peur de la sexualité dans le catholicisme. Alors, on n'ose pas en parler aux petits-enfants comme si ça allait les contaminer. Mais, je veux dire, non, je dirais... pas que dans le catholicisme. Voilà, mais en l'occurrence, il faut dire à des enfants de 10, 11, 12 ans que leur corps est à eux, que nul n'a le droit d'y toucher. Ça, c'est une parole que j'attends, pour ma part. Michel Meunier, il y a quand même des bémols à cette commission Sauvé, puisque les associations de victimes, dont la parole libérée, bien, ne sont pas présentes au sein de cette commission. Vous le regrettez? Ça a été évoqué lors de l'audition. Et c'est vrai que dans l'instant, on n'a pas pu faire cette remarque au Père Sauvé, mais ça pourra être à Monsieur Sauvé. Ça pourra, oui. Marc Sauvé, il n'est pas du tout dans l'Église. Et donc, par contre, ça pourra être une des recommandations. Ouais. Parce que c'est vrai que leur parole était nécessaire. D'abord, elle a été essentielle. Est-ce qu'elle perd en crédibilité, en légitimité? On ne peut pas dire ça. Il faut la laisser déjà s'installer, il faut la laisser... les victimes, justement, qui sont alors, assez sceptiques. moi, je comprends que les victimes, en plus cette association comme d'autres, ont quand même participé à ce que nous vivons aujourd'hui dans la liberté de la parole et dans ce qui est posé. Donc, moi, je les comprends vraiment. Après, déjà, laissons cette commission s'installer, laissons lui donner son cadre, ses objectifs, et peut-être qu'il sera toujours temps après de les, je suppose, de les associer. Pour en faire appel à eux. Voilà. De toute façon, il y a des auditions. Elle sera aussi indépendante des évêques. Elle va travailler librement avec un accès notamment aux archives des diocèses, puisqu'elle doit travailler depuis la période débutant en 1950. Vous croyez, vous, à cette indépendance? Ils vont pouvoir travailler comme ils l'entendent? Je pense que beaucoup d'évêques joueront le jeu. Mais alors après ça, qu'est-ce qu'il y a dans les archives? C'est une question. On a vu en Allemagne, c'est pas été aussi évident que ça. Là-dessus, il y a quand même... je ne voudrais pas trop en dire parce que j'ai pas beaucoup d'informations très précises là-dessus. Mais il faudra être vigilant sur l'ouverture des archives. Moi, je ne suis pas sûre que les archives contiennent grand-chose. C'est d'ailleurs une grande question qui se pose à cette commission Sauvé. C'est
comment va-t-elle procéder? Je sais que c'est un des grands soucis de Jean-Marc Sauvé, c'est de savoir quelle procédure, quelle méthode de travail. On a un très bel exemple, qui est la Commission royale australienne, qui, elle, a procédé par un appel aux victimes. Donc c'est un appel très ample, très large. Moi, j'espère que la Jean-Marc Commission... Sauvé n'exclut pas de mettre en place un centre d'écoute spécialisé, justement, peut-être pour... Il me semble que c'est par là que ça remontera plutôt que... oui. Je veux dire, en plus, dans les archives, je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande culture des archives dans les archives des diocèses. Ces archives des diocèses et des institutions, c'est ce que vous a dit Jean-Marc Sauvé, Michel Meunier. Oui. Et il a été question aussi, donc, de fait, on appelle à cette mémoire de l'imprescriptibilité, qui est la prescription qui est règle en France et qui peut être questionnée. Enfin, bon, là, c'est peut-être un peu trop frais parce qu'on sort d'un projet de loi, mais on voit bien que tout n'est pas réglé avec la prescription qui est la nôtre. Et puis l'obligation de dénoncer aussi. Voilà. Et le secret professionnel. Le secret professionnel, et l'obligation de confession. C'est une question difficile, mais c'est une question au moins qu'il faut se poser. Justement du cardinal Barbarin, et ça peut aussi peut-être influencer justement sur les travaux de la commission, la décision qui sera rendue le 7 mars. Oui, enfin on verra. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de préciser le déroulement des choses, enfin de situer les affaires. Le film, en l'occurrence, qui va sortir, je ne sais pas quand, du reste, grâce à Dieu, que j'ai eu l'occasion de voir, est très intéressant là-dessus. Qui doit sortir aujourd'hui. Qui est aujourd'hui. Non, la semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est décidé. D'accord. Oui, la semaine prochaine. Le 20. Donc. Situe bien les différentes étapes et reconstitue bien, je trouve, les étapes. Mais je crois qu'effectivement, la question du secret est une question très délicate parce que le secret est une chose importante dans nos sociétés, surtout la société de la transparence et de la surveillance permanente. Avoir des lieux de secret, c'est important. En même temps, la protection des victimes, c'est pas une affaire de dénonciation d'abord du coupable, c'est une protection des victimes. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour protéger les victimes? Une question sur laquelle il faut s'interroger. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un climat qui est davantage favorable à l'expression des victimes, à parler de ces scandales de pédophilie dans l'Église catholique, Michel Meunier? Moi, je pense que oui, et encore une fois, donc, reconnaissons le travail de l'association La Parole Libérée et d'autres, puisqu'on a aussi entendu l'association La Parole aussi libérée, et pour un autre cas dans un autre diocèse. Et je pense que c'est un peu en parallèle à ce qu'on a connu, nous, sur les violences faites aux femmes, et avec MeToo. Quelque chose qui se passe, et encore une fois, je veux penser qu'il n'y aura pas de recul, avec cette vigilance toujours à avoir sur l'éducation, sur comment on en parle, comment on forme. Parce que, rappelez-vous, hier, dans l'audition que l'on peut revoir sur le site du Sénat, Monseigneur Ribedeau-Dumas a bien reconnu que, il réfutait l'omerta, il parlait d'aveuglement et de surdité, même si après il a parlé lui-même d'omerta dans le sujet. C'est quand même bien le poids, la chape de plomb qui a toujours tendance un petit peu à revenir. Pardon, et ensuite vous en oui, alors dans une semaine aussi, dans 10 jours, s'ouvre à Rome, au Vatican, une grande opération menée alors là par le pape François. International sur les abus sexuels. C'est ça, où tous les présidents des conférences épiscopales du monde sont là. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça veut dire que le pape dit à tout le monde que ce sujet déborde des frontières, des endroits où des scandales ont surgi et que ça concerne tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près aussi, la façon dont les uns et les autres vont se laisser questionner par le pape, dont je dois dire que sur le sujet, il est très intraitable quand même. Je pense que ce que vous venez est essentiel, parce que ça permettra aussi aux familles de prendre part à cette question et à ce drame, parce que voilà. Donc je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, ça c'est important. C'est-à-dire que il y a plusieurs acteurs, il y a l'Église elle-même, mais il y a aussi les familles, parce que les enfants, ils vivent dans des familles, avec des parents qui doivent aussi prendre en compte ces difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, on est aussi quand même dans une société où la parole de l'enfant, elle est quand même un peu plus entendue que dans ma génération, sincèrement, et que ça participe aussi à ce qu'on peut tous ensemble poser et puis dénoncer, parce que du coup,
les drames sont là quand même. Très bien, merci. Ouais. Merci à vous, Jacques Message-Brignot. Merci, Michel Meunier. Merci, Père François Vey, d'être venu sur ce plateau. Et puis merci à vous, Christine Pedotti. On continuera, bien entendu, à suivre les travaux de la mission commune d'information du Sénat sur ce sujet. Merci. On retourne à présent en séance, puisque le Sénat poursuit cet après-midi l'examen du projet de loi qui concerne la Polynésie, notamment la confirmation de la reconnaissance par l'État français, Alexandre Poussard, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire. Oui, Delphine, et ce projet de loi est un symbole très fort pour les Polynésiens, puisqu'il inscrit dans le statut de la Polynésie française la dette nucléaire de l'État français après les essais nucléaires menés sur ce territoire, des essais qui ont eu des conséquences désastreuses sur la santé de la population. Écoutez la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Le fait nucléaire aujourd'hui, incontournable dans le débat politique local, ne doit pas être tu. Il doit être abordé sereinement, objectivement. Le taire serait faire le lit d'une construction mémorielle tronquée, d'une réécriture de l'histoire au détriment des faits. Et c'est donc avec fierté que le gouvernement actuel poursuit le travail initié dès 2010 avec la loi dite Morin, relative à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Et au-delà du symbole, il a été question d'argent, un argent nécessaire à l'indemnisation des victimes. Écoutez la sénatrice polynésienne Lana Tetuanui. Avec l'écriture de garanties financières qui ne peut hélas être inscrite dans un projet de loi organique. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle charge pour vous, mais de conforter la volonté de nos élus d'inscrire dans le marbre le respect des engagements financiers de l'État. Cette dotation liée au fait nucléaire dans son ensemble doit être pérenne. Cette dette est un engagement pris par le président de la République, Jacques Chirac, en 2002, l'appelait alors la DG2E, pour environ 150 millions d'euros, soit 18 milliards en francs pacifiques. Elle doit être respectée. Et notez que ce projet de loi renforce aussi les institutions de la Polynésie française, car, je le rappelle, la Polynésie a un statut d'autonomie avec un gouvernement, une assemblée et même un président. Et le président de la Polynésie française, Édouard Fritsch, est d'ailleurs présent dans l'hémicycle du Sénat pour assister au vote de cette loi. Merci beaucoup pour ces précisions, Alexandre. Et puis 2 nominations, on vient de l'apprendre au Conseil constitutionnel cet après-midi. Gérard Larcher a choisi le sénateur LR du Cher François Pillet pour siéger au sein de cette institution. Côté Assemblée nationale, Richard Ferrand a proposé Alain Juppé, le maire de Bordeaux, pour siéger parmi les sages. Le maire de Bordeaux qui va donc devoir démissionner de la municipalité bordelaise. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, et on en parlait au début de cette émission, 2 mois après son abandon, le gouvernement remet la taxe carbone sur le tapis. Alors plusieurs ministres et une partie de la majorité veulent convaincre de leur engagement pour l'écologie, mais le sujet à l'origine de la crise des Gilets jaunes fait débat. Aurélien Romano. Alors que le mouvement des Gilets jaunes continue et en plein grand débat, la taxe carbone revient par la petite porte. Une tribune signée par 86 députés propose de réfléchir à la remise en place de cette fiscalité à certaines conditions. L'initiative est soutenue par le ministre de la Transition écologique. Certains au Sénat auraient bien volontiers fait partie des signataires. C'est toute la question du courage politique. C'est un besoin vital. Donc non, c'est le moment, justement, avant la fin des débats, de la remettre comme un sujet pour lequel il faudra bien trouver des solutions. Faire mieux accepter la fiscalité écologique, c'est tout le défi de cette nouvelle version proposée par les députés. 100% des recettes iraient à la transition énergétique et des aides devraient être proposées pour les ménages modestes captifs de leur voiture. Les défenseurs de cette nouvelle taxe carbone parlent de nouveau contrat social. Une question largement prématurée dans le contexte actuel, estime le sénateur qui avait prédit la grogne contre cette taxe il y a déjà plus d'1 an. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on met de l'huile sur le feu. Je pense qu'il faut au contraire prendre le temps du grand débat national pour écouter les Français d'abord. Évidemment, les parlementaires, libres à eux de donner des contributions. Mais le faire à contretemps comme aujourd'hui, moi je vous le dis, c'est vu comme une provocation. Un projet qui n'a pas encore fait beaucoup réagir et pour cause, ni le Premier ministre ni le Président de la République n'ont soutenu cette initiative. On ne répond pas à la colère par une hausse de fiscalité, a affirmé Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Et je vous propose d'écouter la réaction du sénateur écologiste de la Loire-Atlantique, Roland Dantec, au micro de Tam Tranui.
Ronan Dantec, après 2 mois d'absence, voilà que la taxe carbone fait son grand retour à travers notamment cette tribune signée par 86 députés, soutenue par une bonne partie du gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? Alors, la question n'est pas l'augmentation de la taxe carbone. La question est qu'est-ce qu'on fait de la recette s'il y a augmentation de la taxe carbone. Je rappelle que le Sénat, à la quasi-unanimité, plusieurs fois, c'est des amendements que j'avais portés, avait proposé qu'une partie de cette recette permette le développement des politiques territoriales en soutien au plan climat des intercommunalités, au schéma climat des SRADET pour les régions, et que le gouvernement, plusieurs fois, avait dit non, et avec un échange connu entre moi et le ministre Darmanin. Donc, si le gouvernement reconnaît son erreur, s'il y a une augmentation mesurée, et que cet argent va fléché vers la transition écologique. Totalement fléché vers la transition et fléché vers les ménages modestes. Parce qu'ailleurs, en Europe, c'est bien un contrat social qui était derrière cette fiscalité. Alors moi, je suis prêt à en discuter. Mais je crois qu'il faut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire la proposition aujourd'hui de beaucoup de réseaux de collectivités territoriales, et on en a discuté à Dunkerque où elles étaient réunies aux assises de la transition énergétique, et on en a discuté avec le ministre de Rugy, c'est que l'État doit commencer. C'est-à-dire qu'il y a déjà une recette de la taxe carbone, puisque la contribution carbone-énergie, c'est déjà 8 milliards. Il faut déjà montrer comment l'argent existant va vers la transition, va vers la solidarité, et après on peut discuter augmentation. Ronan Dantec, on l'entend, on est déjà dans une mécanique relativement complexe. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à réaborder ce sujet? Est-ce que c'est un bon signal politique? C'est un sujet très inflammable au cœur de la contestation des Gilets jaunes. Je crois que la question fondamentale des Gilets jaunes, c'est la redistribution. C'est bien là-dessus qu'ils se sont mobilisés. Si la fiscalité sert à renforcer la redistribution, permet aux ménages modestes d'avoir plus d'argent pour leur quotidien et pour qu'eux-mêmes puissent muter, changer de voiture, réhabiliter leur logement, il n'y a aucune raison que les Français le refusent. Parce qu'on a eu à la fois la mobilisation des Gilets jaunes, mais dans le même temps, on a eu 2 millions de personnes qui ont signé la pétition sur le climat. Donc il y a aussi une mobilisation très forte de la société française sur la nécessité d'accélérer sur la transition énergétique et climatique. Et moi, je note que les porte-paroles des Gilets jaunes, en permanence, on dit notre mobilisation, elle n'est pas contre l'effort sur l'environnement et sur le climat. Donc ça s'entend aussi. Est-ce que c'est le bon timing pour aborder ce sujet? Le grand débat n'est pas du tout terminé. Certains jugent que le gouvernement est déjà en train de dicter les conclusions. Non, je ne crois pas. Je crois qu'on est au moment du débat, donc il est normal qu'il y ait eu cette tribune des députés. Nous aurons au Sénat un événement commun entre les 2 groupes climat, celui de l'Assemblée nationale et celui du Sénat, justement sur les propositions prioritaires pour mener à bien cette transition climatique. Donc on va remettre d'autres propositions dans le débat, et ensuite on va attendre les conclusions. Mais par définition, c'est ce qu'a dit le président Macron, il ne doit pas y avoir de tabou dans le débat. Donc si on fait de la contribution carbone, de la taxe carbone un tabou, on raterait le débat lui-même. Moi je le redis, je le redirai à chaque fois, les 2 enjeux, c'est comment on redistribue plus aux ménages modestes et comment on accélère sur la transition territoriale. La contribution carbone, elle est au cœur de tout ça. Merci beaucoup Ronan Dantec d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. La loi santé présentée en Conseil des ministres ce matin, elle a pour priorité de réformer les études de santé et la carte hospitalière. Son contenu sera en grande partie précisé par décret ordonnance, ce qui inquiète d'ailleurs certains médecins et élus locaux. Alors avant d'en parler avec mon invité, la sénatrice Elisabeth Doineau, écoutez Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui en a détaillé les principaux axes. Le projet de loi est organisé autour de 3 grands axes. Le premier, c'est la refonte des études médicales, avec notamment la suppression du numerus clausus et de la première année commune d'études en santé, autrement appelée le PACES, afin d'augmenter le nombre de médecins formés et de diversifier aussi leur profil. Cela devrait permettre de former 20% de médecins en plus chaque année. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on abandonne toute idée de sélection, et c'est heureux, mais il y aura encore une sélection en fin de première année, mais elle se fera différemment, plus uniquement sur la base de batteries de QCM, mais aussi en testant les compétences humaines, les compétences sociales et l'empathie, qui ne sont jamais de mauvaise qualité pour un médecin. Le deuxième axe important de ce projet de loi, c'est l'amélioration de l'accès aux soins de proximité, dont je vous disais un mot, avec notamment la création d'un label hôpitaux de proximité. L'objectif, c'est de labelliser entre 500 à 600 hôpitaux dits de proximité d'ici 2022,
avec l'idée d'en faire des structures adaptées aux soins du quotidien. C'est la question de la gériatrie, c'est la question de la médecine générale, c'est aussi la question de la rééducation. Troisième axe de ce projet de loi, c'est le développement du numérique dans le domaine de la santé, avec notamment l'accroissement des possibilités d'utilisation des données de santé et la création d'un espace numérique individuel de santé pour chaque patient dès le jour de sa naissance. Cette réorganisation du système de santé avec ces trois axes va permettre d'abord d'améliorer la qualité des soins et de permettre de maîtriser notre objectif national de dépenses d'assurance maladie. Et je vous propose d'écouter la réaction de Daniel Chassain, sénateur à Les Indépendants de la Corrèze, en direct de la salle des conférences avec vous, Tan Trani. Oui, Daniel Chassain, est-ce que vous jugez que ce projet de loi santé présenté ce matin est à même de répondre à la situation d'urgence dans laquelle se trouve l'hôpital, mais aussi le personnel de santé en France aujourd'hui? Alors écoutez, moi je pense que les objectifs de ce plan de santé sont bons. Alors pourquoi? D'abord, ça peut être immédiat, mais il faut commencer. Donc le numerus clausus va être supprimé. Il va y avoir environ 20% de médecins de plus. Alors bon, mais ça va se faire, si vous voulez, en fonction des territoires, en fonction des universités. Ça va permettre d'avoir plus de médecins à terme, dans une bonne dizaine d'années. Ça va permettre d'avoir plus de médecins, peut-être un peu avant 10 ans, parce que déjà ça avait été un peu augmenté. Mais ça, c'est vraiment très important. Et aussi, il va y avoir des passerelles pour choisir des médecins. C'est pas uniquement le classement à la première année qui est basé sur la physique et les mathématiques. Il pourra y avoir des passerelles. Donc ça, je trouve que c'est bien. Certains pointent du doigt le problème du manque de professeurs, le manque de place dans les amphis. Est-ce que tout ça sont quand même des problèmes concrets qui demeurent? Alors, je pense qu'en première année, on peut décentraliser la première année. Par exemple, en Corrèze, il y a un projet sur Brive. Pourquoi pas décentraliser et pouvoir passer la première année, si vous voulez, par des vidéoconférences. Donc ça c'est tout à fait possible. Alors après, en deuxième et troisième année, finalement, bien sûr, il faut encadrer les étudiants. Ça, c'est normal qu'il y ait les professeurs et que ce soit fait dans les CHU, bien sûr. Je voudrais rajouter une chose. Dans ce plan de santé, je n'ai pas vu de place, à mon avis, suffisante pour les maîtres de stage. Les maîtres de stage sont très importants et je souhaite que les stages chez les praticiens soient beaucoup plus nombreux. Et il faut aussi que les maîtres de stage soient bien considérés, ce qui n'est pas toujours le cas. Daniel Chassain, vous êtes donc plutôt favorable à ce plan santé qui a été dévoilé ce matin. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a pu dire le président de la Fédération des médecins de France, qui lui juge que le gouvernement se moque du monde, qu'il n'y a pas eu de concertation suffisante et que ce que l'on demande surtout, c'est que les médecins augmentent leur productivité, leur cadence de consultation? Alors, si vous voulez, moi je ne suis pas au courant qu'il y a eu les conversations entre les responsables syndicaux. Ce que je peux dire pour moi, c'est que ce plan de santé va dans le bon sens. Il y a aussi pour les médecins 4000 assistants médicaux. Pour leur dégager du temps? Alors pour leur dégager du temps, moi j'étais médecin, je suis encore un peu, je sais très bien le temps qu'on passe à faire des paperasses, à pouvoir prendre des rendez-vous, et ça, on économise beaucoup de temps. Et je pense que ça, c'est une bonne chose, tout comme bien sûr, il faut continuer les maisons de santé, mais vous savez qu'il y a aussi des relations privilégiées entre l'hôpital, notamment l'hôpital de proximité et les praticiens, notamment 400 praticiens qui pourront aller de l'hôpital et la ville, et il y aura aussi au niveau des hôpitaux de proximité la possibilité de faire médecin à la fois public et privé. Donc moi je pense que ça va dans le bon sens. Mais est-ce que ça va changer dans l'immédiat? L'objectif va pour moi dans le bon sens. Merci beaucoup Daniel Chassain d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci. Elle avait remis un rapport en octobre sur l'accès aux soins à Agnès Buzyn. Elisabeth Doineau, sénatrice centriste de la Mayenne, est notre invitée. Et le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Elisabeth Doineau, merci d'avoir accepté notre invitation. La loi santé d'Agnès Buzyn, présentée ce matin, détermine une nouvelle organisation des soins. Est-ce que c'est une bonne réponse aux déserts médicaux dont on a beaucoup parlé ici au Sénat? Alors, c'est la réponse qui suit la présentation de la stratégie Ma Santé 2022 présentée par Emmanuel Macron en septembre dernier, qui a suscité d'ailleurs beaucoup d'adhésions. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre de manifestations par rapport à la présentation de cette loi par Agnès Buzyn.
Mais je crois très sincèrement que le gouvernement joue contre la montre. C'est-à-dire qu'il faut absolument changer des choses très rapidement. Et donc, évidemment, certains disent que le texte n'est pas très abouti, pas très précis. Mais il y aura effectivement des ordonnances. Et ça pose question à un certain nombre de personnes, notamment les parlementaires, qui se disent mais est-ce que ça n'escamote pas finalement le débat parlementaire? Et vous, quelle est votre position? Parce qu'effectivement, il y aura des décrets, des ordonnances. Ça laisse un petit peu le flou planer sur le contenu de ce projet de loi. Eh bien, écoutez, ma position, c'est qu'il faut agir vite. Et je pense que la ministre a raison d'agir vite. Simplement, si on peut reconnaître que les ordonnances, ce n'est pas forcément la panacée, dans certains cas, ça permet de la concertation. Donc, il y aura finalement 12 à 18 mois de concertation supplémentaires pour les organisations professionnelles, pour les élus locaux aussi, parce que j'entends bien qu'ils sont inquiets sur la définition des hôpitaux de proximité. Et justement, là, ça leur permettra d'en débattre encore avec le ministère. Puisqu'une dizaine justement de centres hospitaliers vont être labellisés hôpitaux de proximité. Alors certains seront peut-être gagnants, d'autres s'inquiètent justement de voir certains services à la fois chirurgicaux et obstétricaux, donc des maternités qui vont fermer. Ça va être une conséquence de cette réorganisation des soins? Alors écoutez, moi je comprends l'inquiétude parce que tout élu local veut protéger les emplois sur son territoire et il veut aussi proposer des soins de proximité. Cependant, on le voit bien aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. On le voit d'une part parce que certains patients nous font état d'un certain nombre de choses. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas été bien pris en charge, parce qu'ils n'ont pas eu une prise en charge proche de chez eux. Et puis il y a le personnel aussi qui nous indique parfois que c'est très très lourd, que les plannings sont toujours très, très difficiles à tenir, qu'il faut garder cette idée que le patient est au centre effectivement de nos préoccupations, mais que quelquefois c'est justement bien difficile. Donc il faut changer les choses. Et en France, c'est toujours difficile de changer les choses, parce que même si on admet que ça ne va pas aujourd'hui, on n'est pas toujours prêt à bouger pour demain. Je pense que c'est pourtant le rôle du service public de maintenir cette valeur de mutabilité. Et la mutabilité, ça veut dire se remettre en cause. Et là, le gouvernement veut finalement graduer. Vu, justement, notamment à travers ces élus qui se battent pour leur maternité. C'est un des objets qui fait débat dans le grand débat. On a pu le voir lors des réunions publiques organisées par Emmanuel Macron. À ce besoin de service public, on est attaché à sa maternité de proximité. Sûr, on est attaché à un service de proximité. Mais cependant, il faut assurer aussi une qualité de service de soins. Et je ne pense pas que Agnès Buzyn le fait avec plaisir quand elle dit qu'une maternité doit fermer. C'est parce qu'elle estime que justement la sécurité des patientes n'est pas assurée. On a un manque de médecins, ça on le sait tous. On a un manque de médecins spécialistes, notamment des gynécologues, enfin obstétriciens et des anesthésistes. Et quand on ne peut pas assurer ce service, il faut effectivement se poser la question de la graduation sur le terrain de ces soins. Et donc, c'est aujourd'hui ce qui est proposé. Mais on ne sait pas aujourd'hui combien il y aura, par exemple, de ces hôpitaux de proximité. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 250 hôpitaux locaux. C'est par exemple le cas dans mon département et dans mon territoire. Sera-t-il labellisé hôpital de proximité? Apparemment, quand je lis finalement les caractéristiques et les missions, je vois bien que c'est à peu près ce qu'il fait aujourd'hui, c'est-à-dire les soins de suite, la gériatrie, la rééducation. Mais pour certains cas, dans d'autres territoires, ils allaient plus loin, effectivement, dans un peu de chirurgie, un peu de maternité. Je pense que la ministre regardera précisément par territoire quelles sont les obligations à maintenir tel ou tel service, mais surtout pour garder l'efficience et la qualité de soins aux patients. Votre rapport, vous avez fait un tour de France pour le remettre à la ministre. C'était sur cet accès aux soins. Est-ce qu'il va rester équitable sur tout le territoire, selon vous ? Alors, on est dans un creux démographique de la profession des médecins, et notamment ce qu'il faut noter, c'est la baisse des médecins généralistes. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment valorisé. Et je pense que de changer les études de médecine avec moins de compétition, finalement, parce que tout est basé sur la compétition entre médecins, mais c'est plutôt sur comment on prépare son projet de santé, notamment par rapport à la 6e année, qui est très sélective par rapport au choix des spécialités et des lieux d'exercice. Je pense qu'il faut absolument aller beaucoup plus loin, justement, dans ce projet de santé qui doit être préparé en pluridisciplinarité, et puis surtout regarder les valeurs d'écoute et d'empathie de ces jeunes étudiants.
étudiants. On ne peut pas considérer que c'est simplement la capacité à connaître finalement des données qui suffit. Il faut vraiment des capacités, des compétences cliniques et des compétences surtout relationnelles. On va toucher à la liberté d'installation des médecins. C'est peut-être ce qui se profile au sein de ce projet de loi ? Alors, ce qui se profile dans ce projet de loi, c'est surtout de favoriser le travail en commun de tous les professionnels de santé. Ces fameuses communautés professionnelles territoriales de santé que nous avons justement mis en avant dans notre rapport parce qu'il nous semble qu'il est important que sur un territoire, on puisse définir les protocoles, les conventions qu'on peut avoir avec d'autres établissements pour structurer le parcours de soins du patient. Et donc, les communautés professionnelles de santé permettront aussi peut-être de permettre à un médecin d'exercer en exercice mixte à l'hôpital de proximité et aussi avoir un travail salarié ou voire un travail en libéral. Donc c'est comment on essaye de tisser sur un territoire des missions partagées et aussi de travailler avec les autres professionnels de santé et notamment par l'annonce de la télémédecine mais surtout des télésoins, c'est-à-dire permettre à d'autres professionnels de santé, des auxiliaires de santé par exemple, infirmières, kinésithérapeutes, eh bien d'apporter aussi des compétences avec un lien avec l'hôpital pour travailler sur justement cette capacité d'avoir des patients et puis de pouvoir leur apporter une réponse rapide. Est-ce que vous savez quand ce projet de loi sera soumis à l'examen du Parlement et notamment du Sénat, puisqu'on sait que beaucoup de projets de loi sont suspendus aux conclusions du grand débat? Oui, alors écoutez, en mars plutôt pour l'Assemblée et en mai plutôt pour le Sénat. Donc pour qu'il soit assez vite d'ailleurs étudié et puis qu'il propose très rapidement les changements pour la rentrée 2020 pour les étudiants en première année en PACES. Parce que justement, la ministre veut aller vite et moi je comprends parce qu'on a trop souvent dit qu'il n'y avait pas suffisamment de médecins. Là aujourd'hui, il sera à peu près 8200 médecins par an. Ce sera quand même 3100 en plus, mais il faut 9 ans pour faire un médecin. Donc pour rattraper ce creux de la démographie médicale, il faut quand même un certain nombre de temps. Mais pour ce qui est de la régulation des médecins sur les territoires, on ne gère pas la pénurie par une régulation. Ce n'est pas possible mathématiquement. Il faut au contraire s'organiser sur les territoires avec un lien très professionnel avec les communautés, je dirais, hospitalières et en tout cas faire une gradation des services de soins. Eh bien, merci à vous, Elisabeth Doineau, d'être venue sur ce plateau pour parler de ce projet de loi. Merci à vous. C'est une initiative qui a reçu hier un large soutien, celle de la sénatrice Fabienne Keller. L'élu du Bas-Rhin propose de donner au buste de Marianne le visage de Simone Veil, une réponse à l'augmentation des actes antisémites dévoilés en début de semaine. Elle a expliqué à Yann Carcia, écoutez. Je propose que nous choisissions le visage de Simone Veil pour Marianne, pour les Mariannes qui sont dans toutes les mairies de France. Simone Veil est appréciée de beaucoup et j'ai été très impressionnée par l'adhésion, le soutien qu'a suscité ma proposition sur les réseaux sociaux. Soutenue par des gens très divers, Michel Cotta, de nombreux journalistes, hommes et femmes, ont trouvé que voilà, c'était une belle proposition naturelle. Elle incarne non seulement la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi la lutte pour le droit des femmes, mais aussi l'Europe. Elle a été la première présidente élue au suffrage universel direct du Parlement européen de Strasbourg. Par son parcours aussi, les camps de concentration, son engagement dans la magistrature. Enfin, elle incarne cette République qui nous manque terriblement en ce moment avec la crise que vit la société française. Alors que l'affaire Benalla se concentre sur les contrats passés avec des oligarques russes proches de Poutine, certains sénateurs y voient maintenant une affaire d'État. La commission d'enquête va bientôt rendre ses conclusions et pourrait transmettre le cas de l'ancien chargé de mission de l'Élysée à la justice pour faux témoignage. Quentin Calmy. D'après le Canard enchaîné publié aujourd'hui, Alexandre Benalla est convoqué chez les juges le 19 février prochain. Des magistrats qui pourraient bientôt être saisis d'un nouveau volet dans l'affaire, car l'ancien chargé de mission est suspecté d'avoir menti aux sénateurs.
Au cœur de ces soupçons de parjure, les contrats noués par Alexandre Benalla avec des oligarques russes. Des missions de sécurité privée pour le compte d'Iskander Mahmoudov, un proche de Vladimir Poutine. Et pourtant, Alexandre Benalla avait affirmé devant le Sénat sous serment ne pas connaître l'existence de ces oligarques. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Mahmoudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontré. De son côté, la commission d'enquête parlementaire du Sénat reste prudente sur un éventuel parjure. Elle rendra ses conclusions en même temps que son rapport, attendu prochainement. Il nous a menti. En tout cas, la commission en décidera. Mais manifestement, il nous a menti, et sûrement pas qu'une seule fois. Donc on va prospecter en la matière. Si nous sommes intimement convaincus qu'il y a eu mensonge, en tout cas ça c'est mon intime conviction personnelle, nous devons demander à la justice de sanctionner M. Benalla. Pour Fabrice Arfi, journaliste à l'origine des révélations, Alexandre Benalla a bien menti à de nombreuses reprises devant le Sénat. On l'entend dans les enregistrements révélés par Mediapart et d'Alexandre Benalla et de Vincent Crasse que la police puisse mettre la main sur le contrat russe qu'il faut absolument cacher. Alors on change le montage financier, on crée une nouvelle société qui est dirigée par qui en sous-main? Par Alexandre Benalla. Et puis quelques semaines plus tard, un nouveau contrat. Et bien devant les sénateurs, M. Benalla, droit dans ses bottes, a dit qu'il n'avait rien à voir avec aucun contrat russe. C'est faux. En cas de parjure avérée, Alexandre Benalla risquerait 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Nathalie Delattre, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice RDSE de la Gironde. J'accueille également sur ce plateau Alain Marc, bonsoir, sénateur République et Territoire, les Indépendants ici au Sénat, sénateur de l'Aveyron. Jean-Yves Lecomte est également avec nous, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Et puis François Grosdidier est également avec nous, bonsoir, sénateur LR de la Moselle. Vous êtes tous membres de cette commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla. On le voit, Nathalie Delattre, chaque jour, une nouvelle révélation. Aujourd'hui, le Canard enchaîné. Hier encore, Mediapart sur ces contrats russes. Qu'est-ce que ça vous dit? Que disent ces nouveaux éléments de cette affaire? Eh bien, écoutez, je crois qu'effectivement, au départ, si on pouvait douter du fait que ce soit une affaire d'État, que l'on était dans des petites affaires de l'État, je crois qu'aujourd'hui, on voit qu'on est dans un Benalla Gate. Alors, soit on a un individu isolé qui est manipulateur, qui ment, pour lequel le système n'est pas fait, et on a essayé par des maladresses de cacher cela et d'éviter cela, soit on a affaire à un système un peu plus organisé, d'affaires. Effectivement, est-ce que on doit craindre qu'on va au-delà d'un individu, mais bien d'une équipe très libérale et sur lequel il faut effectivement se poser des questions. Donc, en soi, les révélations effectivement de Mediapart ou d'autres journaux sont quand même aujourd'hui très utiles et permettent effectivement de rejoindre nos conclusions. Nous avions effectivement raison de continuer de poursuivre cette commission d'enquête et je pense que nous aurons raison d'aller plus loin d'ici quelques semaines. François Grosdidier, ça vient confirmer les soupçons de faux témoignages d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête parlementaire, ces révélations dans la presse? Oui, bien sûr, il nous a menti grossièrement, c'est évident, mais moi ce qui me gêne le plus, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir menti. C'est-à-dire qu'au départ de l'affaire, on a expliqué, écoutez, c'est un cas individuel, et M. Benalla, d'ailleurs, à l'Élysée, s'occupe de tout sauf de sécurité, ce qui n'était pas vrai. Parce que M. Grasse a dit à Charlie Hebdo, il y a peu, qu'il était le patron de la sécurité. C'est pour ça que les policiers et les gendarmes le détestaient tant. Et donc, on nous a dit d'abord, il ne s'en occupe pas. Et puis après, oui, mais il s'en occupe parce qu'au titre de la coordination. Puis après, il était chargé de coordonner les services de sécurité. On nous a toujours menti sur son rôle. Et on se demande pourquoi. Parce qu'on aurait compris un petit dysfonctionnement, qu'il soit venu avec le staff de campagne, les chargés de com, lui chargé de la sécurité, que ça s'entrechoque au départ, et puis qu'il recadre. Et alors, on n'a pas compris. Et on commence à comprendre maintenant qu'il était beaucoup plus. Il était aussi un conseiller, qu'il était beaucoup plus que ce qu'on nous disait au départ. Et alors, il y a le volet diplomatie parallèle, et là maintenant, il y a le volet affairiste, et d'autant plus gênant que c'est avec des gens qui sont quand même en contradiction avec les intérêts de la France. Voilà, donc on découvre qu'il va y avoir d'autres volets. En tout cas, nous, on doit rendre notre copie sur ce qu'était la saisine de la commission des lois dans le cadre d'une commission d'enquête. Mais il y aura certainement des saisons suivantes à cette histoire. Ouais.
Jean-Yves Lecomte, que vous inspirent ces révélations de Mediapart, notamment sur les contrats russes passés avec cet oligarque, un proche de Vladimir Poutine. On apprend que ça a été personnellement négocié par Alexandre Benalla quand il était encore en poste à l'Élysée, et il s'est d'ailleurs enrichi personnellement à cette occasion. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que ce qui pouvait apparaître comme un dysfonctionnement ponctuel d'une personne un peu décalée, l'affaire d'été, comme on a dit au début, il s'avère qu'en réalité, on peut s'interroger sur le fait de savoir si finalement le président de la République voulait doubler les services de l'État en matière de sécurité par une espèce d'équipe de pieds nickelés qui, en parallèle, faisait des affaires. Ce qui est assez gênant pour l'ensemble de la sécurité de l'État. Et l'absence de confiance que le président de la République fait. Jean-Yves Lecomte, sur ce Moi, je m'interroge sur la confiance que le président a ou n'a pas vis-à-vis des services chargés de la sécurité de l'État et de sa sécurité à lui. Si, depuis le début et depuis sa domination, il préférait s'en remettre à ce type de personnage, avec ce type de fonctionnement, pour sa sécurité ou pour doubler les services de sécurité. C'est assez étonnant. Et ça justifie complètement la raison pour laquelle on a fait cette commission d'enquête. Je rappelle, pas du tout sur des questions qui étaient liées aux instructions en cours ou qui ont été mises en place après, mais bien qu'on percevait des dysfonctionnements dans l'État. Au début, on pensait que c'était à cause de la prééminence de la présidence de la République et juste ça par rapport aux autres institutions, au fait que les gens n'osaient pas dire non. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus. Et finalement, la question qui est derrière, c'est est-ce que l'Élysée n'a pas finalement donné à des pieds nickelés les clés de la sécurité de l'État? Vous partagez cette analyse, Alain Marc. On est dans une dérive beaucoup plus grande que ce que laisse penser l'Élysée. On a encore entendu, notamment la garde des Sceaux, hier à l'Assemblée nationale, lors de la séance de questions d'actualité. Elle parle d'une dérive personnelle. Elle s'en tient à cette explication. C'est normal qu'elle essaye de couper le lien entre l'Élysée. Mais c'est vraiment des petites affaires entre amis. Au début, cette histoire qui... je vous le rappelle quand même, on a eu quand même le président de la République qui a téléphoné à Gérard Larcher pour éviter que nous allions un petit peu trop loin dans les investigations et que nous n'empiétions pas sur les procédures judiciaires en cours. Madame Belloubet s'est exprimée aussi pour nous rappeler ceci. D'ailleurs, on se demande pourquoi, puisque les pouvoirs sont complètement indépendants. C'est bien que ces gens-là savaient que M. Benalla cachait autre chose. Et nous, ce qu'il faut... Alors, je ne sais pas si c'est de notre ressort, mais il conviendra peut-être de voir quels sont les éléments qui font que l'Élysée, le gouvernement, a essayé de dédramatiser cette affaire dès le début, alors qu'on voit aujourd'hui que c'est une affaire d'État, puisque ces gens-là font des affaires entre amis et avec des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien. Il y a un problème d'intérêt contraire à la France, Nathalie Delattre, dans ces nouveaux éléments. Ah oui, il y a clairement un conflit d'intérêt. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on accède à la présidence de la République, quand on accède à des ministères et à ces fonctions, et les équipes doivent avoir une éthique. C'est-à-dire qu'effectivement, nous représentons les intérêts de la France. Et donc, l'on doit cesser. Nous, on nous parle souvent de l'éthique. On nous met en place des cadres de plus en plus importants. Et c'est normal. Et là, on voit bien que ce cadre n'a pas été respecté. Je suis convaincue qu'effectivement, ce n'est pas un acte isolé, mais c'est bien un système qui, effectivement, s'est imposé par une génération de personnes. Je crois qu'on est dans un nouveau monde, effectivement. Moi, je ne crois pas au hasard du calendrier pour la démission du conseiller, du président Ismaël Emelien. Franchement, je pense que effectivement, à 27 ans, Benalla fait beaucoup de dommages collatéraux. Je ne crois pas qu'il puisse faire autant de dommages collatéraux tout seul. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, on a affaire à quelque chose, à un phénomène de plus grande ampleur. Et je pense que c'est... C'est lié, selon vous, la démission d'Ismaël Emelien, François Grosdidier, justement, à cette affaire Benalla, selon vous? Oui, on en est à peu près persuadé, parce que effectivement, il est mouillé à plusieurs niveaux dans cette affaire. Il y avait une proximité évidente. D'ailleurs, il est lui-même receleur, parce qu'il a recueilli des images Alexandre vidéo. Benalla dit avoir effectivement transmis les vidéos. Mais bien sûr, et les passeports d'ailleurs, on ne sait pas trop si effectivement c'est pas lui qui a gardé les passeports. Oui, en toute illégalité. Comment les passeports ont soi-disant été restitués, quoi. Enfin, rien n'est clair dans cette affaire, et plus on avance, plus on tire des fils, plus on avance sur autre chose, mais c'est évident qu'il y avait tout un réseau et que M. Emelien et M. Benalla étaient en proximité, qu'on va peut-être découvrir d'autres choses, et c'est pour ça qu'il prend les devants.
Jean-Yves Lecomte, votre collègue socialiste Marie-Pierre de la Gontrie a tweeté ça sent la mise en examen après la démission d'Ismaël Emelien. Vous partagez aussi ce qu'elle pressent? Je ne sais pas, il y a des faisceaux de probabilité, mais nous verrons bien. Ce qui est assez étonnant, c'est que de quelque chose qui aurait pu être une petite affaire circonscrite assez rapidement au mois de juillet, 6 mois après, on est toujours dedans. Un président de la République qui s'est comporté un peu en chef de gang en disant qu'ils viennent me chercher, pour finalement 6 mois après ne pas avoir coupé les branches pourries si ça avait été simplement un dysfonctionnement individuel. Et on s'aperçoit effectivement qu'au minimum, il a péché par une énorme naïveté parce qu'il n'a pas fait confiance aux services de l'État. Il est absolument inconcevable que les services de l'État n'aient pas remonté les informations sur tout ce qu'on découvre maintenant, et la raison pour laquelle il n'a pas, dans la foulée, décidé d'en tirer les conséquences est assez inquiétante pour son éthique et pour la manière dont il perçoit le fonctionnement des pouvoirs publics. Est-ce que ça touche l'Élysée, Alain Marc, effectivement, écoutez, la démission d'Ismaël Emelien? Non, mais l'éthique que l'on exige des parlementaires, on doit l'avoir aussi à l'Élysée. Et nous, ce qui nous avait étonné d'ailleurs dans le cadre de la commission d'enquête, c'est que tous les personnels du cabinet n'étaient pas astreints à déclarer à la haute autorité pour la transparence de la vie publique leur déclaration d'intérêt. Or, si cela avait été fait, d'ailleurs tout le monde s'est rattrapé après, on l'a appris, c'est grâce, je pense, à notre commission d'enquête que cela a été fait. Ils ne l'avaient pas fait, alors que les textes les obligeaient. Alors, il est étonnant que l'Élysée puisse ne pas s'astreindre à ce dont s'astreignent les parlementaires. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement inquiétant. On nous avait promis un nouveau monde avec beaucoup de transparence, etc., etc. Et puis on s'aperçoit que c'est du gâchis. Et l'opinion que peuvent avoir les Français de ce type de fonctionnement, et on les comprend, est un petit peu déplorable. Mais c'est un sentiment de surpuissance. C'est-à-dire que même dans les propos qui sont rapportés entre M. Benalla et M. Macron, tu vas aller bouffer, t'es le plus fort. On a l'impression d'avoir des gamins nos limites, avec un sentiment de surpuissance, qui peuvent écraser les institutions en place, qui méprisent tant les élus que les forces de police et de gendarmerie, et qui sont au-dessus de tout ça dans leur nouveau monde. Les mêmes qui vont nous proposer une réforme constitutionnelle. Oui. Et qui, effectivement, avec un modèle qui apparaît quand même très novateur, ne me paraît pas très rassurant, effectivement, sur l'encadrement. En éliminant le Sénat, qui a quand même prouvé qu'il était la seule vraie chambre parlementaire en France. Parce qu'en France, on a un parlement bicaméral comme beaucoup d'autres, mais ailleurs, les deux chambres exercent un vrai contrôle et votent les lois en toute indépendance. On a l'Assemblée nationale qui est une chambre d'enregistrement, et on a en France, avec le Sénat, la seule, finalement, chambre parlementaire qui joue réellement le rôle d'un parlement dans une authentique démocratie. Bon, eh bien, c'est nous qu'il fallait justement marginaliser. Il paraît que c'était nous qui étions le problème du dysfonctionnement dans les institutions de la République. Et d'ailleurs, même quand le président de la République excellemment parle pendant 6 heures devant les maires, il dit 3 fois « je vais changer la loi », sans dire « je vais proposer au Parlement de changer la loi ». Donc dans ce nouveau monde, le Parlement et les corps intermédiaires, les forces, les institutions sont écartées. Heureusement, elles se rappellent à lui. Heureusement pour les citoyens. Si on revient à cette affaire Benalla, ça touche aussi Matignon, puisqu'on a parlé de la démission d'Ismaël Emelien la semaine dernière. Eh bien, c'est la chef de la sécurité du Premier ministre, Jean-Yves Lecomte, qui annonçait elle-même sa démission. Qu'est-ce que ça prouve, ça s'étend finalement au service du Premier ministre, cette affaire? C'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a probablement on peut s'interroger sur la confiance que l'exécutif a envers les forces de sécurité. S'il y avait besoin de ce type d'organisation parallèle. Et au sein même et qu'ils ne s'en soient pas rendus compte plus tôt de ces connexions est quand même assez inquiétant. Quand on pense à la situation dans laquelle on est, finalement, en fait, le risque terroriste n'est toujours pas complètement éteint. Ce type d'approximation est assez inquiétante sur le fonctionnement de la sécurité dans le pays. Je crois que l'important, c'est d'être capable. Enfin, on parlait des corps intermédiaires qui sont un peu négligés, mais finalement, on a l'impression que c'est l'ensemble de la fonction publique et des forces de sécurité qui sont en cause dans cette affaire. Et que ce n'est pas 3 personnes à l'Élysée parce qu'ils se connaissaient d'avant la campagne électorale. Non, ça finalement, il y a des éléments dans plusieurs ministères. Et pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi est-ce que ils n'ont pas
finalement J'évoquais les propos de la garde des Sceaux hier, qui a parlé de dérives personnelles à l'Assemblée nationale. Mais c'est au pluriel. Le problème, c'est que c'est au pluriel. Oui. Le problème, c'est que c'est au pluriel. Donc maintenant, c'est une dérive publique. Elle l'emploie au singulier. Et Christophe Castaner a parlé, je cite, d'une affaire de corne-cul, François Grosdidier. Non, c'est extraordinaire qu'il en soit encore déni des réalités. Vous souvenez-vous que Castaner, avant d'être ministre de l'Intérieur, nous avait même accusé de vouloir faire la mire sur cette affaire pour engager une procédure de destitution. À l'époque, il parlait de bagagiste. Voilà, et M. Benalla n'était qu'un bagagiste, en fait. Il est là pour protéger le président envers et contre tous. C'est d'ailleurs peut-être le successeur de M. Benalla dans la protection rapprochée. Enfin, il a besoin de quelqu'un de fort pour le sécuriser, le président de la République, manifestement. Il a fait le job, mais vraiment dans un déni de réalité totale. Et effectivement, on est... Alors, maintenant qu'il est patron tout de même des forces de sécurité intérieure, et que M. Benalla réhabilite auprès du président de la République et de toute la Macronie, je veux dire, nos forces de sécurité qui allaient déjà mal avant sur un plan moral pour des tas de raisons qu'on a ici largement étudiées au Sénat, mais qui ont été encore meurtries par cette forme de désaveu qui était le rôle de M. Benalla, qui se permettait d'ailleurs, selon les témoignages des syndicats, de les diriger, mais de les insulter et de les maltraiter. Et je pense que ça concourt à la décrédibilisation de la fonction parce qu'il y a ce que disent les journaux. Qui sont avérés. Enfin, on voit bien que maintenant, à chaque fois que Mediapart ou d'autres, le Canard enchaîné, etc., bien, on voit bien que ça s'avère. Et puis, ce que nous dit ce gouvernement, ou ce que nous dit la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, non, c'est pas une dérive personnelle, non, on le sait bien. Donc, les Français voient bien ce décalage et s'aperçoivent que là, et c'est aussi une partie de la crise des Gilets jaunes. Enfin, rappelez-vous, c'était quand même aussi concomitant. Je veux dire qu'on a vu une faille, ça a accéléré. Enfin, je veux dire que ça a été un phénomène d'accélérateur de particules, l'histoire Benalla aussi, pour dire on est en pleine crise de confiance. Donc, malheureusement, d'un autre côté, la série télévisée ou la série va continuer. Le feuilleton Benalla va continuer. Il faudrait, effectivement, heureusement que le Sénat essaye de faire entendre sa voix pour poser les choses et garantir un cadre démocratique et constitutionnel. Mais bon, voilà, moi j'ai peur que ça aille plus loin. Avec le rapport de la commission d'enquête, je le disais, attendu la semaine prochaine. Oui, rapidement. Il y a aussi des éléments inquiétants quand même. La manière dont, finalement, Alexandre Benalla, lors de la première perquisition, a bénéficié d'une certaine complaisance vis-à-vis de ceux qui venaient perquisitionner par rapport au coffre-fort. Et puis, après, aucun respect des sources, de secrets des sources, avec une perquisition, là encore, envoyée en dépit du bon sens et sans aucune justification. Enfin, c'est là que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... on a l'impression que la justice précède la volonté de l'exécutif. En tous les cas, je le disais, la commission d'enquête du Sénat rendra certainement très prochainement, dans les jours à venir, ses travaux et on suivra bien sûr les préconisations du Sénat sur ce point. Merci à tous les quatre. Avant de se quitter, je voudrais vous faire réagir, Nathalie Delattre, puisqu'on en a appris 3 nominations cet après-midi au Conseil constitutionnel. Alors c'est Gérard Larcher qui a choisi le président du Sénat, le sénateur du Cher, le sénateur LR François Pillet. De son côté, Richard Ferrand a choisi Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Et puis, Emmanuel Macron a choisi votre collègue, sénateur Jacques Mézard, pour siéger parmi les sages. Vous êtes une proche d'Alain Juppé, Nathalie Delattre. Je connais bien les 3 hommes. Oui, je suis assez fière de connaître aussi bien le triumvirat. Alain Juppé, votre réaction? Il a accepté le maire de Bordeaux, il va démissionner. C'est une grande fierté. Parce que, je le disais tout à l'heure, je pense que dans une société complexe, où nous percevons beaucoup de failles, dans une société qui remet en cause notre modèle de démocratie. Je pense qu'il nous faut effectivement au poste du Conseil constitutionnel des hommes solides. Et là, je pense que ces 3 nominations sont dans cette veine-là. Donc oui, effectivement, la mairie de Bordeaux va connaître une nouvelle aventure, mais je pense qu'il a formé son équipe et que nous sommes prêts à assurer la succession. Mais c'est rassurant de savoir Alain Juppé à ce poste. Eh bien, merci à vous, Nathalie Delattre. Merci François Grosdidier, merci Jean-Yves Lecomte, merci à vous Alain Marc. Autre réaction, celle de votre collègue sénatrice Françoise Cartron, sénatrice La République En Marche de la Gironde, qui a réagi au micro de Tam Tranui après l'annonce de cette nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Écoutez.
Françoise Cartron, comment réagissez-vous à l'annonce de la future nomination d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est l'homme de la situation pour vous au Conseil constitutionnel? Alors, pour ce qui est de savoir s'il a la compétence pour aller au Conseil constitutionnel, oui, de toute évidence. De toute évidence, bon, il a une stature, il a la compétence, il a l'expérience. Donc, si on cherchait un candidat solide, c'est le candidat solide pour le Conseil constitutionnel. En revanche, du coup, cela veut dire aussi qu'Alain Juppé ne va plus pouvoir rester maire de Bordeaux. C'est un gros manque, vous pensez, pour cette ville qu'il a énormément marqué? Ah là, je pense que c'est un choc. Les Bordelais ne s'y attendent pas, parce que les Bordelais étaient plutôt dans la perspective où il se représenterait au futur municipal. C'est quelqu'un qui a fait énormément pour Bordeaux, ça tout le monde le reconnaît, tout parti confondu. Tous ceux qui viennent de l'extérieur disent Bordeaux a été métamorphosé. Ça tenait à la personnalité, à la force d'Alain Juppé. Donc je pense que oui, dès demain matin, il va y avoir un grand manque et un grand vide. Une perte que vous déplorez? Oui, parce qu'il a fait bouger Bordeaux, il pilotait la communauté urbaine. Je pense que c'est une surprise, donc je ne sais pas si la succession est préparée, et ça, c'est une vraie question. Merci beaucoup Françoise Cartron pour votre réaction. Merci beaucoup Tam pour cette réaction, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Et à demain 14h.